Bien, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre fidélité, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces webinaires. Bonne surprise, on verra à la fin ou pendant le webinaire, nous allons rajouter quelques épisodes qui vont nous mener jusqu'à mi-juillet. Comme d'habitude, vous avez possibilité de poser vos questions à travers le chat et j'essaierai autant que possible d'y répondre sur la fin de la session. Et puis, comme d'habitude, vous recevrez donc un lien qui vous permettra de revoir ce webinaire et de télécharger le support de présentation. Commençons toujours, comme d'habitude, par cette présentation, donc par la présentation de Simco Consulting, qui vous propose donc ce cycle de webinaires dans le cadre donc, de nos activités confinées qui se déconfinent petit à petit. Donc, Simco Consulting, cabinet conseil en logistique et supply chain d'origine italienne, qui compte à son actif 500 clients, plus de 2000 projets, un chiffre d'affaires 2019 de 2 400 000 euros, dont 68% dédiés sur près de 70% donc, dédiés sur des projets d'entreprise. Un petit slide ici sur les clients qui ont fait confiance donc, à Simco Consulting. Simco qui, depuis donc, quelques années, se développe maintenant sur la France. Et j'en ai la responsabilité sur notre territoire. Alors, au catalogue de Simco, donc cabinet conseil, logistique, supply chain, des organisations, donc le réseau de distribution, des master plans, des réaménagements d'usines. On part d'une feuille blanche où on réorganise, on optimise par rapport à des croissances d'activité, par rapport à des évolutions, par rapport à tout ce qui peut faire vivre aujourd'hui nos activités et nos flux. Logistique d'entrepôt qui nous intéresse plus particulièrement sur ce cycle de webinaire. Et puis, donc, toute la partie externalisation des transports et des entrepôts, ça fera l'objet de notre prochain webinaire dans 2 semaines. La prévision de la demande et la gestion des stocks, qui est de plus en plus sollicitée aujourd'hui à travers les enjeux supply chain, du ligne production et un catalogue de formation également. Le programme qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc l'étude de faisabilité. On l'a intitulé la clé pour choisir votre solution d'entreposage. Alors, pourquoi on l'intitule la clé? Alors, on va parler d'entreposage. Qui dit entreposage dit entrepôt, dit stockage, dit manutention, dit préparation de commandes, évidemment. Pourquoi la clé? Parce que, avec une bonne organisation, on va aller chercher de l'optimisation, on va aller chercher de la productivité, on va aller raisonner nos coûts, on va aller réorganiser, peut-être adapter une activité en fonction d'une évolution de l'entreprise, des besoins, en termes de volume, en termes de dimensionnement physique, en termes de caractéristiques produits. Et donc, l'idée, c'est de vous expliquer quel est le cheminement idéal, entre guillemets, pour arriver à une validation et à une mise en œuvre d'une solution. L'étude de faisabilité est ici au cœur de cette flèche de progression. Évidemment, il faut redéfinir le contexte, qui est important. Le mode projet, un petit mot, ça fait quand même quelques années qu'on entend parler de mode projet, mais ça fait du bien aussi de réentendre les bases par rapport à l'organisation de votre projet. Le focus sur l'étude de faisabilité, et ensuite un petit mot ou quelques slides sur comment choisir la solution. Parce que l'étude de faisabilité va proposer des scénarios, des solutions possibles à mettre en œuvre. Par contre, ce n'est pas nous, cabinet de conseil, qui allons choisir votre solution. Nous en proposer quelques solutions et on va vous accompagner dans le choix de la solution. Et ensuite, la phase de validation, c'est OK, on a choisi la solution idéale, mais est-ce que finalement, on est bien sûr que cette solution est la bonne pour l'avenir de nos activités? Un petit rappel, j'aime bien toujours utiliser ce terme de photo et de film, puisque donc, nos entrepôts constituent des stocks qui peuvent être des stocks de produits finis, des stocks de produits semi-finis, des stocks de composants, des stocks qui sont situés dans un centre de distribution, des stocks qui sont au plus près des clients, des stocks qui sont au plus près de l'usine. Donc, à chaque utilisation, à chaque niveau à l'intérieur du schéma directeur logistique, on va avoir des contraintes et des besoins différents. On ne va pas raisonner de la même manière si on est sur un stock usine et si on est sur un centre de distribution, voire sur un centre qui va distribuer sur du dernier kilomètre ou qui va alimenter un magasin.
Donc, on va raisonner différemment et avec deux approches. Une photo, qu'est-ce qu'on stocke, et un film, qu'est-ce qu'on bouge, quels sont les flux entrants, sortants, mais aussi et surtout des flux internes qui vont nous permettre d'aller optimiser donc, nos activités. Toujours dans le contexte, on voit une évolution aujourd'hui du besoin de cette notion d'entreposage. J'ai vécu en étant à la tête de l'activité logistique en 2008, un chamboulement de notre activité avec l'arrêt de peu d'envois de grosses quantités vers plus d'envois de plus petites quantités parce qu'il fallait raisonner par rapport à un besoin de fonds de roulement, parce qu'on n'avait pas beaucoup de cash à mettre, parce qu'on avait une faible vision du marché et donc à un moment donné, on a dû revoir notre mode de fonctionnement. Or, un entrepôt qui va stocker la même chose, selon qu'on va faire 10 départs de tant d'unités ou 50 départs de plus petites unités, va devoir répondre différemment. Aujourd'hui, on est sur des tendances qui vont vers le e-commerce, vers la distribution de plus en plus customisée par rapport aux clients. On a une complexité opérationnelle qui arrive, on a une complexité par rapport aux effectifs, par rapport peut-être à des notions d'automatisation qu'on va mettre, qu'on va exploiter dans ces entrepôts. Et puis, on a des exigences, évidemment, de rentabilité, de flexibilité vis-à-vis des clients. Donc, un contexte qui nous impose à revoir notre mode de fonctionnement de manière quasi permanente. Et ça, on l'a vu dès notre premier webinaire, il y a un mois à peu près maintenant, et on est passé par la phase d'amélioration continue qui nous semblait être la phase la plus légère, entre guillemets, pour aller repenser notre activité. L'amélioration continue, qui va générer des évolutions d'organisation, qui va avoir un peu d'impact sur la partie investissement, mais qui peut donner des résultats intéressants à court terme. On va cette fois parler plutôt d'innovation. Quand on fait une étude de faisabilité, on va reprendre des masses d'informations, des masses de données, on va redéfinir le contexte. Et là, on va plutôt s'orienter vers des investissements qui vont être un peu plus lourds, voire beaucoup plus lourds, parce qu'on va revoir l'ingénierie de bâtiment, parce qu'on va utiliser des nouveaux matériels, parce qu'on va peut-être amener un niveau plus ou moins élevé d'automatisation. Et on a en général des bons résultats qui font suite à ces analyses et à ces mises en place. Et avec des améliorations qui sont, j'allais dire, infinies, tant qu'on peut les inclure dans un plan de financement annuel. Alors, on va commencer dans le contexte, si vous le voulez bien, par finalement ce qu'il ne faut pas faire. C'est facile de se dire, on a un entrepôt, on a des projets, on va le faire par nous-mêmes. Et on associe tout de suite, on a un problème, le problème, on sait d'où ça vient, donc on a la réponse tout de suite, on va faire une évolution. Non, on a un problème, on va rechercher, donc on va reprendre ces outils d'amélioration continue qui vont nous permettre d'aller identifier la source des difficultés, la source des problèmes, la source de ce qu'on appelle en anglais les bottlenecks. En logistique supply chain, on aime bien les termes anglais. Donc, voilà, les bouchons, les buffers de stock qui augmentent, etc. On a un souci donc, sur Renu. Donc, on va identifier, mais on n'a pas forcément une réponse ou une technologie tout de suite à mettre en place. Sur des cas faciles, c'est jouable. Sur un environnement d'entrepôt, c'est toujours plus délicat. On peut avoir des équipes de projet qui sont incomplètes, peu d'implication des fonctions logistique supply chain, on est un petit peu léger, on fait avec les moyens du bord, entre guillemets. Ça a certaines limites aussi, et il y a une méfiance à avoir par rapport à ça. N'hésitez pas à vous faire épauler, à aller chercher de la ressource extérieure le temps de mener vos projets. Dans les critères d'évaluation aussi, on a des fois des opinions qui l'emportent sur les données. J'ai vu une démonstration, une vidéo, j'ai lu un article, ça c'est bien, il faut qu'on l'applique. Oui, mais il faut réfléchir, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est vraiment la solution qu'il nous faut? Il y a des évolutions technologiques aujourd'hui, des choses très intéressantes sur le marché, mais est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce que c'est s'applique bien en conditions? Ou est-ce qu'on ne va pas appliquer des évolutions qui vont demander derrière des adaptations, des spécifiques qui vont finalement générer plus de surcoûts que d'économies attendues par rapport à la maison.
Mener le projet sans bon engagement, on est ici, on le verra sur la constitution d'une équipe projet, on est sur vraiment la partie support, soutien, direction générale, direction groupe et ce qu'on appelle un sponsor. Il faut qu'on ait en interne un sponsor, un responsable hiérarchique qui soutienne notre projet parce que si on mène un projet entre nous et qu'on n'a pas l'appui hiérarchique qui va dégager des ressources, qui va dégager des moyens et qui va être à l'écoute et qui va être demandeur des résultats de notre projet, ben, il y a des chances que le projet, ben, on se fasse plaisir à un moment donné et puis ben, on le met dans un carton d'archives et puis peut-être qu'on en sortira dans 2 ans quand ce sera le bon moment, mais les données auront changé, etc. Donc un bon engagement aussi de la part de l'entreprise par rapport au projet que vous allez mener, par rapport à cette étude de faisabilité. Et puis, sa propre expérience comme référence unique, voilà, risque de parti pris, c'est dans mon ancien emploi, j'ai fait ça, c'est bien, on va l'appliquer. Hein, c'est un peu ce qu'on évoquait dans le troisième point. C'est bien, ça peut être risqué, il faut être sûr de soi si vraiment on le fait. Ça peut présenter parfois donc, un risque. Alors, nos entrepôts, évidemment, sont importants et ces projets, aujourd'hui, on constate à travers des études qui ont été menées notamment aux États-Unis que sur alors c'est des projets conséquents hein, qui nécessitent forcément des calculs, des estimations très, très fins de retour sur investissement. En gros, 4 sociétés sur 10 passent par un cabinet conseil pour mener donc, ces projets donc, d'amélioration, de reengineering ou de création de nos activités. À peu près la même proportion, à peine moins, donc, sont équipés en équipe interne, donc on est là plutôt sur des gros groupes, sont équipés en équipe interne pour mener à bien ces projets. 14% alors, et 15% des entreprises font mener pardon, leurs projets directement par des fournisseurs. Alors on verra, ça peut être un peu risqué, un peu limite, parce qu'évidemment, si le fournisseur est partie prenante de l'étude de faisabilité, il va forcément venir vendre sa propre solution, alors qu'il peut exister d'autres solutions en arrière. On sait tous vendre nos projets, nos produits, mettre en place et en évidence les avantages. Attention, projet fournisseur ici, projet mené par le fournisseur. On peut intégrer un fournisseur quand on est en phase finale d'implémentation, évidemment, dans un groupe projet, parce qu'on aura choisi de manière totalement neutre une solution technologique et on sera allé qualifier un fournisseur à travers un processus de cahier des charges d'appel d'offres. Délicat d'intégrer un fournisseur dès le démarrage du projet en termes d'études de faisabilité. Et puis d'autres sociétés, alors on a toujours une case d'hiver quand on fait ce type de sondage, donc les 10% ne savent pas trop comment sont menés les projets ou sont passés par des biais un peu différents. Alors évidemment, l'avantage de passer par un cabinet conseil, on l'a ici, hein, on diminue les risques, puisqu'on a à la fois une neutralité vis-à-vis des solutions du marché, à la fois une expérience multisectorielle sur les différentes tailles d'entreprise qui nous permet d'avoir une approche assez finalement rapide et directe sur quelles solutions peuvent être mises en place par rapport à un enjeu, par rapport à tel ou tel enjeu. On limite les risques et surtout dans le temps, on va limiter les coûts. Puisqu'on amène une maîtrise, une garantie quelque part, un coup de tampon entre guillemets en disant cette solution-là, on la préconise et on aura fait tout le nécessaire pour vous garantir que vous n'aurez pas très, très peu de surprises à l'issue de la mise en place du projet. Les étapes du projet, donc identifier, c'est important, les problématiques, les opportunités, les solutions, analyser, développer les solutions, quelles sont les solutions possibles, quels sont les facteurs que l'on souhaite améliorer, quelle est donc la manière la plus objective de comparer ces solutions, donc avec des notions de grille de pondération qu'on va mettre en place ensemble et qu'on va venir vous suggérer. Et puis, donc, il y a la notion aussi de sélection, de validation de la solution. On ne va pas vous imposer et vous faire valider telle ou telle solution parmi d'autres, mais on va vous donner tous les critères qui vont vous permettre d'aller mettre en place ou d'aller sélectionner, choisir donc, cette solution en toute connaissance de cause. Et puis ensuite, dans un projet, on va jusqu'à l'implémentation, le contrôle, et on sait vous accompagner évidemment
sur la mise en place jusqu'à la remise des clés, entre guillemets, et en pleine autonomie de ce projet. Alors, le projet, il va falloir qu'on le détermine en fonction d'éléments qui soient soit internes, soit externes. En tout cas, il va falloir qu'on définisse ce qu'on peut appeler le cadre de référence, que j'appelle aussi le terrain de jeu. C'est finalement quels sont les éléments qui sont fixes, gravés dans le marbre, sur lesquels on va rien pouvoir bouger, et puis quels sont les éléments qui peuvent évoluer dans le temps, qu'on envisage de faire évoluer dans une organisation, ou qu'on pourrait faire évoluer dans l'année, les 2 ans, les 3 ans, les 5 ans qui viennent, etc. On est ici, voilà, les nouvelles politiques de production, les niveaux de services définis par le commerce, le marketing, la direction générale, quels sont les modes de distribution donc, qui sont envisagés également par rapport à nos produits, et puis donc des politiques de production, d'ordonnancement, quelle politique de planification, d'approvisionnement. Aujourd'hui, on sait que on est sur des systèmes type MRP, MRP2, qui sont basés plutôt sur les prévisions de vente. Les prévisions de vente, on l'a bien vu il y a 2 mois avec cette crise sanitaire, sur ce qu'elles sont. Donc, on a des nouvelles technologies qui arrivent avec des nouveaux modes de repenser la production, notamment avec le Demand Driven MRP, le DDMRP, donc, sur lequel je suis actuellement en cours de formation, qui peuvent apporter des nouvelles idées et des nouvelles dispositions donc, de production, mais qui vont forcément, dans le cadre d'une supply chain, avoir un impact sur des niveaux de stock, sur des besoins de surface intermédiaire, sur des capacités, etc. Et donc, forcément, on est en supply chain, on abat les cloisons entre les différents services, et la solution ou l'idée que vous allez avoir sur une étude de faisabilité sur une activité d'anthropologistique, forcément, on va avoir des impacts sur les achats, sur les ventes, sur la prod, sur la manière d'organiser. Donc, ne faites pas subir à ces services, mais intégrez-les et allez analyser le terrain de jeu, encore une fois, qu'est-ce qui peut bouger, qu'est-ce qui ne va pas bouger, et prenez en compte ces éléments-là. Et puis, on a d'autres éléments qui sont la manière dont on peut stocker, collecter, transporter, quels sont les fournisseurs, les sous-traitants, est-ce qu'on évolue, est-ce qu'il y a des flux donc, qui sont amont, des flux aval, quelles sont les demandes, les besoins du marché, qu'est-ce qui peut nous permettre de rendre nos activités logistiques compétitives et de rendre l'entreprise encore plus compétitive avec un minimum requis, j'allais dire, et puis avec des facteurs différenciants qui peuvent nous permettre d'aider le commerce à travers notre qualité de service à prendre des parts de marché. Le mode projet va nous permettre d'aller choisir donc la meilleure solution à mettre en œuvre. Peut-être prétentieux de dire la meilleure, mais comment on va faire? On va le développer par rapport à cette étude de faisabilité qui est l'objet de notre webinaire. On va analyser donc les bases de données. On va prendre énormément de temps dessus puisque l'idée c'est d'aller collecter, ce qui n'est pas forcément simple dans toutes les entreprises, analyser les données actuelles et on va essayer de les faire parler. On va les interpréter à notre manière, de manière à pouvoir mettre en évidence par l'intermédiaire de graphiques, de ratios et autres dispositifs. On va vous dire, voilà nous, comment on perçoit vos données actuelles, voilà comment on voit les choses, quelles sont les contraintes, quels sont les points qu'on doit surligner et qui vont nous permettre peut-être d'aller chercher des améliorations si on les travaille et si on va chercher vraiment des causes racines sur un taux de retour, sur un taux de litige, sur des rotations de stock ou des choses comme ça. Et voilà comment on voit la chose. Et à cette base de données, on va vous mettre à contribution pour connaître vous, vos perspectives, vos stratégies. C'est quoi vos objectifs à 5 ans? Est-ce que c'est plutôt une augmentation des volumes? Est-ce que c'est plutôt flat? Est-ce que c'est plutôt une diminution? Est-ce que vous allez changer de gamme de produits, avoir des emballages plus gros, plus lourds, plus légers, aller vers des produits dangereux, etc. Donc, et la manière quel est le canal de distribution que vous allez utiliser. Donc tout ça, on va le prendre en compte. C'est-à-dire qu'on va prendre l'existant et on va faire des projections par rapport à ce que vous allez nous dire. Et c'est seulement sur cette base où on va tomber d'accord sur une base sur des données de départ qu'on va vraiment démarrer l'étude de solutions alternatives. Identifier donc les alternatives possibles, les systèmes tant de manutention que de stockage, que de préparation de commandes, des procédures, une organisation en termes de système d'information, puisque
les flux physiques aujourd'hui dans nos entrepôts sont pilotés par des flux d'information. Voir le dernier webinaire qu'on a fait il y a 2 semaines, que vous pouvez trouver évidemment en replay. Donc, c'est ces systèmes d'information qui vous permettent d'aller fluidifier, amener de l'intelligence artificielle sur l'ordonnancement de nos activités et nous permettre, connectés à nos systèmes donc, de stockage, de manutention, de préparation de commandes, d'aller gagner en productivité, gagner en qualité de service. Et puis, ces solutions alternatives qu'on va avoir estimées dans le cadre d'études de faisabilité, il va falloir en choisir une. Donc, on va savoir estimer les besoins d'investissement à plus ou moins 15%. On va vous comparer, on va donner des grilles de comparaison à travers tant des coûts, des impacts monétaires que des impacts qualitatifs pour aller vous aider encore une fois à trouver la solution. Dernier point sur le mode projet, bon, je parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir un sponsor au sein de l'entreprise. Un mode projet va être constitué d'une équipe permanente, multidisciplinaire, qui va vous permettre d'aller chercher dans tous les services requis la personne qui va bien, qui connaît, qui sait de quoi elle parle, de manière à pouvoir bien mettre en place donc, les éléments de départ et voir ce qui est réalisable et non réalisable à court, moyen et long terme. On peut aller chercher, dans le cas de ce groupe projet, des ressources ponctuelles si à un moment donné, on identifie une solution qui a besoin d'avoir plutôt des gens un peu plus calibrés, un peu plus formés, ou tel profil, etc. Donc, on va intégrer des services ressources humaines dans notre projet pour aller estimer l'impact, etc. Et puis, on peut avoir, et on va avoir donc, dans les équipes projet, donc, des conseillers logistiques, donc des cabinets de conseil, qui vont vous faire bénéficier d'une veille technologique, qui vont faire bénéficier d'un benchmark des solutions, qui vont faire bénéficier, comme Simco, de près de 40 ans de projets et de 2000 projets qui ont été constitués, et pour vous faire vous permettre de gagner du temps aussi et d'aller toucher du doigt les meilleurs scénarios possibles qui vont s'adapter encore une fois à vos données, à vos contextes. Et le tout va donner un modèle d'organisation qui va permettre d'aller prendre des décisions et d'aller s'engager donc sur du long terme par rapport à ces projets. L'étude de faisabilité en elle-même, elle va couvrir quoi? On en a parlé, elle va couvrir le stockage, elle va couvrir la manutention interne, elle va couvrir la préparation de commandes, elle va couvrir le chargement ou le déchargement des camions, elle va couvrir les notions d'emballage, de tri, elle va avoir un vaste projet, toutes les activités finalement qui sont dans l'entrepôt. On ne le met pas là, mais il y a la partie système d'information évidemment qui va jouer beaucoup et qui va rentrer forcément dans les discussions et dans les données. Alors, ces données, on va mettre un certain temps à les récolter. On a des matrices qui vont vous permettre d'aller faire des extractions dans nos systèmes d'information. C'est des informations sur les codes articles, sur les familles de produits, sur les contraintes de stockage, les tailles, des poids, des volumes, etc. Donc, tout ce qui est vraiment qui permet d'identifier qu'est-ce qu'on va manutentionner dans nos entrepôts. Et puis, il y a toute la partie flux, les flux entrées, les flux sorties. Qu'est-ce qu'on entre, comment on le rentre, palette complète, conteneur, camion, partiel, complet, etc. Palettisé, dépalettisé, homogène, hétérogène. Donc, tout ça, on va le prendre en compte de manière à pouvoir imaginer aussi la partie stockage. Qu'est-ce qu'on stocke sur palette, en vrac, en masse, etc. Quelles sont les contraintes, gestion de l'eau, gestion de numéro de série. On va faire des analyses ABC, des couvertures de stock. Et puis, on va parler des flux qui vont sortir, évidemment. Puisque comment on sort en palette complète, là aussi, en picking, à l'unité, quels sont les besoins de colisage, quels sont les besoins d'emballage, de calage, etc. Donc tout ça, on va les prendre. Et puis on va, dans l'analyse de l'existant, on a besoin aussi de calibrer, de pouvoir peser votre organisation. Et donc on va aller chercher, on va vous solliciter pour connaître vos notions de productivité, les lignes, combien de lignes de préparation on fait, combien de temps on met pour ranger ou pour décharger et stocker un camion, à combien de personnes, etc. Quelle est la productivité du picking par famille,
par type de produit, par contrainte, etc. Donc, tout ce qui va nous permettre vraiment de faire une solution qu'on appelle ASIS, c'est l'existant. C'est voilà de quoi, ce sur quoi on démarre. Et on calibre, y compris l'aspect financier. Et donc, à ces données entrantes, donc je parlais tout à l'heure de la projection, de l'évolution de l'entreprise, donc on va faire des projections de flux en évolution quantitative, en évolution sur des dimensions, en évolution sur des poids, sur du marketing, sur la stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire évoluer? On va l'appliquer sur la base de données et on va se mettre d'accord sur ce qu'on appelle les données du projet, qui est une phase importante pour nous. Parfois, ça prend moitié du temps sur l'espace du projet, sur un espace-temps, puisque c'est vraiment à partir de ces données qu'on va commencer à travailler sur les notions d'études de faisabilité. C'est à partir de ces données qu'on va mettre en place des scénarios, qu'on va imaginer des implantations d'entrepôts, qu'on va imaginer des apports de technologie. Et évidemment, quand on commence à travailler sur cette partie-là, ou si vous le faites en interne, si vous commencez à travailler cette partie-là, et puis on vient vous dire que, ah mais au fait, on a oublié de prendre en compte les flux export ou les flux import, bah, ça remet en cause totalement vos notions de données. Donc il y a forcément, à un moment donné, à l'instant T, un contrôle de cohérence qui va se faire. Est-ce qu'on est bien sûr qu'on part de ces données-là? Est-ce qu'on est bien sûr de nos projections? Et ensuite, donc, on va démarrer sur cette étude de faisabilité en elle-même où on va comparer les scénarios. En marge de cette analyse, de cette étude de faisabilité, on a d'autres outils que l'analyse des données entrantes du projet, évidemment, parce que on ne va pas se contenter de fichiers Excel pour traiter le dossier. On va mettre en place des cartographies de flux, des processus. On peut aller jusqu'à la notion de VSM, d'Anostream Mapping, qui nous permet vraiment de manière très fine d'aller identifier quelles sont les actions que vous menez qui ont des valeurs ajoutées, quelles sont celles qui n'en ont pas. Et donc, pour traiter les processus, et ça, on est capable de le faire du fournisseur jusqu'au client. Et quand je dis client, c'est de la passation, du passage de sa commande jusqu'à sa livraison, voire même les flux retour ou les anomalies, évidemment, s'il y en a. On va peut-être être amené à aller faire des échantillons de temps, de fréquence, des spaghetti charts. On équipe des opérateurs et puis on regarde sur un plan, grâce à un tracé GPS, quels sont les différents trajets. Donc là aussi, ça nous permet assez rapidement d'aller analyser, intensifier les temps passés, la localisation géographique, etc. On va forcément être amené à faire des dessins d'implantation, donc des d'implantation, donc ce qu'on appelle les layouts en anglais, donc ici DWG parce que c'est le standard entre guillemets, des fichiers de type AutoCAD ou autre qui vont nous permettre d'aller tracer les solutions qu'on vous propose, donc par scénario, des tableaux d'analyse de coûts, de bénéfices, voilà. Je parlais tout à l'heure de tableaux avec des données pondérées, donc on peut aller chercher également. Et puis on peut, et on en parlera à la fois tout à l'heure et à la fois dans le cadre d'un webinaire qu'on organisera en juillet, on peut aller parler simulation de flux. Qui va amener une notion de preuve de concept. C'est important, c'est-à-dire qu'on vous suggère la solution et on vient transcrire cette solution sur un environnement digital de manière à pouvoir, avec les données réelles, montrer que la solution qu'on vous propose permet d'obtenir finalement les résultats attendus. Les données d'entrée qu'on va traiter, si on fait un focus, on l'a ici, c'est des analyses ABC, c'est des analyses de saisonnalité, c'est une notion de couverture de stock, c'est des déroulés journaliers, c'est des déroulés hebdomadaires, mensuels, des pics, des saisons, etc. C'est cela qui vient insister méchamment et qui précise qu'un projet équitable avec des données approximatives est un exercice difficile. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des moyennes. Oui, en moyenne, on fait 500 colis tous les jours, oui, mais en pic d'activité, on en fait 1300. Alors, où est-ce qu'on se situe? Où est-ce qu'on met la barre? Est-ce qu'on est prêt à mettre en place un dispositif qui peut prendre
qui peut nous permettre de préparer 1300 colis par jour ou 1500 ou 2000, ou est-ce que à 1000 ça va, et puis avec des lissages de charge, on peut tant bien que mal s'en sortir sur la semaine, ou passer par un sous-traitant, aussi bien en stockage qu'en préparation de commandes, etc. Donc tout ça, on doit être vraiment très très précis, j'insiste beaucoup sur ce point-là, puisque c'est vraiment synonyme de perte de temps derrière, et d'argent également si on commence à travailler sur des données qui sont finalement pas libres. Une fois qu'on a ces données, on va commencer à réfléchir sur les choix, sur les alternatives de fonctionnement. Et ces choix, on va les étudier par rapport à ce besoin logistique, par rapport aux réponses qu'on est capable d'apporter, et par rapport ensuite, troisième phase, aux technologies disponibles. On a donc analysé les besoins, hein, point d'entrée, colonne de gauche, les flux, les volumes, les données. On peut avoir des réponses où vous pouvez nous aiguiller stratégiquement en disant on reste sur une solution traditionnelle, des hommes et des zones de torsion et des racks classiques. On peut aller sur des solutions très automatisées, on peut être sur des solutions qui sont intermédiaires. Donc on aura besoin forcément, dans le cadre du terrain de jeu, du cadre de référence, de votre avis et de votre apport par rapport à ça. Et puis donc on va découler sur des technologies disponibles, sur du stockage densifié ou du stockage sélectif, sur la manutention manuelle automatisée, sur les briques de logiciels, de systèmes d'information dont on va avoir besoin. Et je vous propose ici 3 slides qui sont plutôt intéressants et qui nous permettent justement de calibrer de manière assez rationnelle finalement la solution vers laquelle on va tendre, avec un niveau d'automatisation, avec un niveau de densification. Hein, parce que donc, quand on entend densification, ça va être un nombre de palettes au mètre carré, ça va être un poids stocké au mètre carré. Est-ce qu'on a de l'espace? Est-ce qu'on n'a pas de l'espace? Est-ce qu'on a un grand terrain? Est-ce qu'on est en région parisienne? Donc tout ça, ça rentre forcément en jeu. Est-ce qu'on souhaite acquérir, etc. Et donc, en fonction donc, des types de solutions traditionnelles, mixtes et automatisées, on va retrouver, et vous l'aurez donc dans le document que vous pourrez charger à l'issue du webinaire, vous pourrez aller commencer déjà à cibler, si on reste sur des solutions traditionnelles, Peltier gravitationnel, donc dynamique, stockage au sol, driving sur l'accumulation, etc. Ou est-ce qu'on est plutôt sur une solution mixte, et on voit beaucoup aujourd'hui de solutions arriver avec les shuttles, hein, donc on est sur un rack à accumulation et vous rentrez plus, comme le dit le driving en anglais, vous rentrez plus dans le rack, mais vous restez devant et c'est une navette qui va déposer la palette au fond et qui vient vous l'amener devant. Ou alors on va être plutôt sur des solutions automatisées, donc avec donc des LGV, avec des transstockers, avec ce système driving avec les LGV, etc., des shuttles. Donc on a tout un panel de possibilités. On va déjà savoir, nous, en fonction de vos données, savoir mettre des croix sur certaines solutions en disant ici, on ne va pas être du tout adapté sur votre type d'activité, par exemple. Le deuxième fait un focus sur les charges légères, donc là on va plutôt être sur le colis, sur l'unité, etc. Donc traditionnel, mixte et automatisé. Les tiroirs, l'étagère, les casiers, les étagères mobiles, avec donc, des concepts, on va le voir après, donc de mans to good ou de goods to man, avec des magasins rotatifs, horizontaux, des systèmes automatisés, des shuttles, des autostores, des mini-loads, toutes ces technologies qui sont arrivées ces dernières années et qui vraiment nous amènent à tant des optimisations en termes d'occupation de surface, tant donc, de mise à disposition et de productivité lorsqu'il s'agit de préparer les commandes. Et puis on a donc cette approche qui est un peu qui vient compléter donc ces deux premières matrices, qui vient apporter ce qu'on appelle la philosophie opérationnelle. Est-ce qu'on est en mans to good? Donc c'est l'opérateur, préparateur de commandes classique, c'est un opérateur qui va à une adresse picking, qui récupère un article, un produit et qui assure la préparation derrière. On est en goods to man, est-ce que l'opérateur, là, pour le coup, est figé et c'est la marchandise qui va venir vers lui. Et puis, on a en
commence à avoir de plus en plus de goods to robots. Donc, la marchandise automatisée va vers un robot qui lui-même va assurer des prélèvements avec des bras de manutention, des ventouses, des systèmes de pinces qui vont évidemment protéger les articles en question, hein, puisqu'on est évidemment entendu non destructif, qui va donc permettre d'aller assurer la préparation. Et donc, là aussi, on peut avoir des niveaux assez du plus manuel jusqu'au plus automatisé, et le tout assisté donc avec des outils d'aide à la préparation qu'on peut voir ici, le pick to light, le light to put, donc avec une lumière LED pardon, qui va éclairer l'endroit où on doit soit prélever, soit déposer les colis, avec le voice picking, hein, donc, qui nous permet de recevoir des commandes et de confirmer donc, à travers un micro, un casque. Donc on a les mains libres avec les terminaux RF, avec donc tout ça, c'est des technologies qu'on connaît bien dans le cabinet conseil, sans parler de fournisseurs, encore une fois, parce qu'on a une neutralité, mais on est vraiment plutôt sur la couche. Quelle technologie, quel est finalement le scénario qu'on peut proposer avec quels outils. Évidemment, on a aussi la partie système d'information. Encore une fois, on en a parlé dans notre précédent webinaire. Donc, le WMS, la gestion des rendez-vous, l'ordonnancement, la gestion des cross-docking, des quais, etc. Là, je vous renvoie vers ce qu'on a fait il y a 2 semaines. Et si vous souhaitez, je peux vous renvoyer un lien pour consulter le webinaire en replay. Une fois qu'on a ciblé, on a nos données d'entrée, on arrive à cibler tant bien que mal les différents scénarios avec différentes technologies, et ben ces scénarios, on va aller les mettre en place, les construire en fonction aussi de contraintes. Est-ce qu'on est sur un investissement forcé ou non? Si j'investis pas, je ne sais plus répondre aux besoins du marché, donc c'est une mort clinique. Est-ce que je peux ou je peux éviter ou je dois éviter plutôt tel scénario parce que je sais que de toute façon, je n'ai pas une enveloppe budgétaire ou je n'ai pas des volumes qui me permettent d'aller investir dans tel ou tel système. Est-ce que j'ai un investissement qui est plutôt contraint parce que de par ma relation client-fournisseur ou fournisseur-client, je dois m'adapter par rapport à un système d'information, par rapport à une technologie, par rapport à un chargement de navette automatique, par exemple. Voilà, donc tout ça, on va forcément le prendre en compte dans la définition des solutions alternatives, tout comme on va aller chercher des impacts collatéraux. On est dans le milieu de la supply chain, on veut faire évoluer notre activité d'entreposage, ça peut avoir un impact sur les technologies, sur des hommes, sur du matériel, mais aussi sur la manière d'aller intégrer ou déposer des produits le long de la zone de fabrication, d'aller récupérer des produits sur la surface d'échange avec la prod, d'avoir un impact sur un service client, etc. Donc on va bien chercher et creuser de manière très précise avec un système un peu d'arbre des causes, hein, si on le résume comme ça, tous les effets collatéraux que peuvent avoir chaque scénario. Donc c'est un travail un peu de fourmi, de profondeur, mais qui va nous permettre d'aller mettre en avant d'éventuels points bloquants ou d'éventuelles problématiques et de les prévenir en disant attention, si on va vers tel scénario, il va y avoir un impact sur tel ou tel service ou sur telle ou telle fonction. Et puis donc l'étude de faisabilité derrière, donc avec les solutions donc, alternatives, pardon, on va pouvoir les chiffrer. Dans les livrables, on a forcément l'impact d'investissement, ce CAPEX, à plus ou moins 15%. On va être capable, associé aux investissements, d'estimer le nombre de personnes, des effectifs qui vont intervenir à côté donc, de ces nouveaux investissements, avec un impact sur les compétences du personnel, sur les temps de mise en œuvre, donc sur la planning, hein, le fait de ne pas arrêter une activité, comme dit, pendant les travaux, la vente continue. Hein, donc voilà, comment est-ce qu'on vient tuiler les différentes organisations et maintenir le service client pendant la mise en œuvre de nouvelles technologies, etc. Donc tout ça, on va aller le calibrer donc, dans les livrables, de même que les forces et les faiblesses de chaque solution.
des solutions sont peut-être très performantes et très bonnes à l'instant T, mais si vous changez demain de format, de volume, de typologie de produit, peut-être qu'elles vont être caduques. D'autres solutions vont peut-être passer mieux l'évolution du temps, etc. Donc, on va tout mettre et on ne va pas uniquement se focaliser sur la partie financière et investissement avec un simple CAPEX moins OPEX égale retour sur investissement égale j'y vais pas. Et parmi les livrables, on a évidemment donc, les implantations possibles, donc traditionnelles, automatisées, semi-automatisées, etc. Donc ça fait partie des points d'entrée, donc avec des documents qui sont à l'échelle et qui peuvent nous permettre aussi d'intégrer à un moment donné dans des cabinets d'architectes ou autres, ou des services techniques par rapport à des problèmes, des problématiques de DREAL, d'incendie et autres. Donc, ils vont nous permettre d'aller vous mettre en place des solutions qui sont pragmatiques et compatibles avec la législation. Et donc, je le disais, on ne va pas être uniquement sur du CAPEX et l'OPEX, donc coût d'investissement, coût d'opération, on va être aussi sur des analyses par rapport aux différentes solutions, par rapport aux différents critères. Évidemment, le ROI est important, mais il n'y a pas que le ROI, et donc on va venir compléter cette notion donc, de retour sur investissement avec des matrices, avec donc les différentes solutions qu'on va mettre, et puis on va aller mettre l'impact sur les capacités de stockage, sur la capacité de préparation de commandes, sur comment est-ce qu'on peut passer les pics d'activité, sur l'impact sur la surface, comment on exploite le bâtiment, qu'est-ce qui reste comme surface disponible pour prendre une croissance potentielle, etc. Donc là, on va le mettre en place dans un tableau. On va également, en fonction des perspectives d'évolution que vous allez nous transmettre, faire la courbe d'évolution donc sur une période de 3, 5, 10, 15 ans, sur l'évolution des coûts. Voilà, comment est-ce que cette solution va évoluer? Peut-être qu'effectivement, je démarre maintenant et elle est plutôt assez chère sur la courbe orange que vous avez sur le graphique, mais dans 10 ans, c'est une courbe de coût qui va plutôt avoir un meilleur amortissement, qui va plutôt mieux prendre en compte l'évolution de l'entreprise et qui, donc, à long terme, va être un investissement plutôt rentable. Et puis, on a également donc, des grilles de notation, de pondération. Donc, on définira des critères ensemble qui vont être des notions évidemment d'investissement, d'impact sur les effectifs, de flexibilité par rapport à l'évolution de votre gamme de produits, par rapport à des temps d'installation, des contraintes de planning, etc. Pondérés qui vont nous permettre derrière d'aller prendre la bonne décision. L'étude de faisabilité va jusque-là, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à la proposition de solutions qui vont être qualifiées, qui vont être associées avec une notion de budget et qui vont être de dire, ben voilà, j'ai une, deux, trois, quatre, alors peut-être pas une, mais deux, trois, quatre, cinq solutions. On vous remet un dossier, on dit, voilà, vous avez 5 solutions. Avec des critères qui vont vous permettre d'aller choisir telle ou telle solution. L'idée, c'est pas de s'arrêter là, évidemment, puisque on a 3 outils qui vont nous permettre d'aller poursuivre la solution qui aura été retenue. On est sur quelques solutions, on va vous aider à choisir, à identifier la solution. On doit ensuite mettre ce fameux tampon en disant oui, maintenant on est sûr que cette solution-là, c'est malheureusement quelque chose qu'on ne peut pas faire sur l'intégralité des scénarios proposés. Par contre, on va aller vous proposer 3 outils différents qui vont nous permettre vraiment d'aller qualifier, garantir, labelliser la solution en question. D'abord, la simulation de flux qui va nous permettre de réaliser quelque part ce qu'on appelle un jumeau numérique et nous permettre donc de reproduire l'organisation sur un environnement digital. J'ai noté la date, c'est le 8 juillet qu'on aura un webinaire qui va vous présenter nos solutions de simulation et nos outils de simulation et qui va nous permettre c'est ici, de reproduire le modèle de manière digitale, de sortir des résultats, des statistiques, hein, comme dans la vraie vie, entre guillemets, avec des vraies données entrantes, et puis donc d'analyser le résultat.
Est-ce qu'on a des soucis? Est-ce que à un moment donné, on voit que la solution ne répond pas à une cadence, à une contrainte de stockage, etc. Et donc, on va refaire, remodifier les paramètres d'entrée de manière à pouvoir revalider et s'assurer que finalement la solution qu'on met en place est bien la bonne. Ou alors, mettre en place une solution en ayant conscience que si on a tel pic d'activité, si on est bas à tel niveau, il faudra qu'on trouve une solution intermédiaire par rapport à des critères, à des besoins de stockage, à des problèmes de gestion de l'eau. Donc ici, cette solution va nous permettre vraiment, cette simulation de flux va nous permettre d'aller voir si on est plutôt sous-dimensionné, si on est plutôt surdimensionné, et puis donc va nous permettre aussi une courbe d'apprentissage par rapport aux installations. C'est un outil qui va nous permettre vraiment, à travers les statistiques, à travers ses capacités donc, de 3D également, d'intégrer les effectifs au projet, de leur montrer un peu les évolutions qu'on envisage par rapport au business. Donc, on a vraiment plusieurs avantages à aller mettre en place donc une simulation de flux quand on est sur une évolution. Le deuxième outil qu'on va utiliser pour valider cette solution, c'est ce qu'on appelle le stress test. C'est un mot qui est devenu à la mode depuis quelques semaines, on va analyser la résilience de la solution qu'on vous propose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va appliquer des évolutions aux données d'entrée et des paramètres pour faire varier les volumes, pour faire varier les profils de commande, pour faire varier des familles de produits en fonction donc, de scénarios qu'on aura définis ensemble. Et puis donc on va aller voir en fonction de vos critères, est-ce que c'est un nombre d'opérateurs, est-ce que c'est une saturation des ressources, des capacités, etc. Et on va lancer donc des jeux d'essai par rapport à ça, de manière à vraiment aller de manière collective fixer des hypothèses très hautes, des hypothèses intenses, et vérifier que la solution qu'on a préconisée, qui marche bien en temps normal, peut aller subir donc, cette évolution, cette hausse d'activité et cette évolution donc, de typologie de produits. Et derrière, donc, on va sortir un exemple que vous avez sous les yeux. On va sortir donc un tableau qui va comparer les différents scénarios. Alors, on n'est plus sur des scénarios de faisabilité avec des solutions différentes. On est sur la même solution, mais c'est les données d'entrée qui vont différer. Et on va voir comment réagit ce système en fonction d'un seuil. Si on bascule ici, l'exemple qu'on a sous les yeux, on est à un ratio donc, de préparation ou d'expédition, palette complète par rapport à la palette picking, une évolution donc, de la bascule. Si demain on nous dit vous aviez jusqu'à là une activité d'alimentation d'un centre de distribution, demain vous allez livrer directement des magasins, directement des clients, forcément l'image des commandes va changer, on aura plus de lignes de commande, beaucoup moins de produits par ligne de commande et par ligne de préparation. Est-ce que mon système est prêt à le faire? Est-ce que le système sur lequel il veut investir demain matin, après-demain, dans 2 ans, va être prêt à subir cette évolution? C'est ce qu'on appelle donc la partie stress test. Et puis donc on prend également donc l'analyse des risques, le risk management, qui est un point important aujourd'hui dans toutes les activités, avec deux pavés notamment. Le premier, Business Continuity Plan, donc c'est la mise en place d'un plan de continuité en cas de panne, en cas de coupure de réseau Internet, en cas de convoyeur central qui tombe en panne, en cas voilà, donc tout ce qu'on peut imaginer qui peuvent être les risques GR quotidiens. Et on peut aller jusqu'à un Disaster Recovery Plan, c'est-à-dire que là, on est sur la simulation d'incendies, de catastrophes naturelles, de crises sanitaires, je ne sais autres. Alors, on peut être très imaginatif. Et là, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour assurer le service donc, dans ces 2 niveaux d'arrêt d'activité. Voilà, alors on arrive bientôt aux conclusions. Avant de conclure sur vraiment les points forts d'une telle solution, l'idée c'est de dire attention, encore une fois, au risque d'aller trop vite, de tracer des lignes droites sur un parcours un peu sinueux et par rapport donc, à des mauvaises approches.
Confiner, c'est un terme à la mode, hein, on n'a pas fait exprès, confiner le projet d'un point de vue local, sans penser à la société, sans penser à l'organisation, aux différents services qui sont les parties prenantes hein, de l'entrepôt. Donc, il faut qu'on fasse attention à bien prendre en compte une échelle globale entreprise. Il faut qu'on fasse en sorte que la solution donc soit plutôt donc sur un déploiement donc à la fois local et global, c'est-à-dire que cette solution qu'on met en place sur une filiale en France par exemple, ben, est-ce elle peut être duplicable aussi à un moment donné sur d'autres sites? Est-ce qu'elle est globale? Est-ce qu'on peut oui, la déployer. Faites attention à ne pas, quand on ne bénéficie pas donc, des expériences externes, des visions étendues, hein, il faut qu'on ouvre. Hein, il y a des salons, il y a des cabinets d'experts, des cabinets de conseil. On est là pour vous accompagner, pour vous ouvrir, pour vous aider aussi à analyser, à aller voir les solutions qui existent ailleurs. Ne pas se baser la solution sur des exigences objectives, une analyse de risque par rapport à un scénario. Voilà, donc il faut qu'on aille plus long, enfin au-delà d'un scénario. Et puis donc le risque aussi, c'est de pas innover au niveau de ses contraintes, c'est-à-dire là aussi de réduire un peu son champ de vision par rapport à des investissements, à des évolutions qui nous contraindraient peut-être à mettre en place des évolutions qui soient effectives qu'à court terme. Et puis, si vous voulez qu'une étude de faisabilité se passe bien, eh ben, on peut vous proposer cette méthode de conception, solide, tester le mode projet, l'étude de faisabilité, les différentes phases. Sans griller, il vaut mieux qu'un projet prenne peut-être un tout petit peu plus de temps, mais qu'on soit sûr d'avoir les bonnes données entrantes hein, par rapport aux travaux qu'on mène, consacrer le temps et les ressources nécessaires en évitant de développer des projets donc, dans un délai trop court. Encore une fois, ce n'est pas la peine de se donner des challenges en disant il faut que dans 2 mois j'ai ma solution parce que vous vous engagez quand même et que vous allez signer des investissements pour les 5 ou 10 prochaines années. Ne pas estimer, donc ne sous-estimez pas pardon, la qualité de compétences professionnelles nécessaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit on a les ressources en interne, soit on n'a pas forcément les ressources. Il ne faut pas hésiter à aller les chercher à l'extérieur. Encore une fois, pas forcément en allant chercher directement les fournisseurs, sauf si on est vraiment, on a déjà des solutions qui sont appliquées avec un fournisseur, on veut faire évoluer ces fournisseurs, ça peut avoir du sens, ces solutions, ça peut avoir du sens. Mais à un moment donné, donc l'idée c'est vraiment d'étendre et de se remettre en cause en permanence. Maintenir une évolution, une vision évolutive dans la conception des alternatives, ça c'est important aussi. Hein, on sait, on a déjà du mal à savoir ce que sera demain après-demain. Comment est-ce qu'on va savoir comment fonctionner et quels seront nos besoins dans 5 ans et plus. Évoluer l'impact des solutions identifiées sur les opérations d'entreprise en utilisant des outils de conception avancée comme la simulation de flux, on en a parlé, et on fera un webinaire spécifique dessus. Et puis donc avoir un esprit ouvert, une approche neutre à toute solution, ça c'est important. Encore une fois, on peut aller sur des salons, on peut aller voir des technologies, on peut avoir dans différents réseaux des collègues qui ont appliqué telle ou telle technologie, avoir envie d'y aller. Oui, mais validons d'abord que ça répond bien à nos attentes et n'allons pas directement donc, vers l'application de telle ou telle technologie. L'idée, évidemment, étant de nous faire accompagner par un cabinet qui s'appelle Synco Consulting, qui est à même de vous aider à différents degrés dans l'avancement de ces projets d'évolution. Voilà, c'est la fin de ce webinaire, ou tout au moins, ça va être la partie de questions. J'espère que vous en avez. Quelques dates, donc 4 dates à vous proposer. Il y en a une qui arrive encore derrière, le 22 juillet. Donc, le choix d'un prestataire logistique ou transport, ça va de soi dans nos activités de confier nos produits, nos colis, nos palettes à un transporteur. De manière assez naturelle. Oui, mais est-ce qu'on a bien choisi, est-ce qu'on a bien sélectionné ce partenaire de transport et puis plus délicat quand on va commencer à chercher un prestataire logistique parce que cahier des charges, parce qu'il y a appel d'offres, etc. Parce qu'on confie quelque part le dernier maillon de la chaîne et c'est le prestataire qui va assurer le dernier maillon du service, du taux de service et de la qualité vis-à-vis du client.
Donc, je vous propose d'en parler donc, dans 2 semaines, le 27 mai, mercredi, sur les mêmes horaires. Le 10 juin, une préparation de commande sur ce qui est un thème stratégique en entrepôt. Donc, on va creuser ces technologies qui nous permettent aujourd'hui d'aller optimiser nos préparations. La partie e-commerce qui est importante, on l'a vu sur ces dernières semaines, notamment le confinement, où les magasins sont fermés. Donc, comment est-ce qu'on peut alimenter nos clients malgré tout? Comment est-ce qu'on peut transformer rapidement une activité, nos flux physiques, nos flux d'informations pour les rendre compatibles au e-commerce? Donc, on est en train de nous préparer un webinaire qui va être très riche donc, le 24 juin. Et puis on passe en juillet, la simulation de flux, un outil à découvrir, on sera déjà donc, le 8 juillet. Et puis on a encore une date à vous proposer pour l'instant qui sera le 22 juillet, où là on va vous parler plutôt indicateurs, tableau de bord, pilotage de nos activités, avec une pensée à l'esprit donc la notion d'excellence opérationnelle de nos activités. Voilà, je vous affiche mes coordonnées, n'hésitez pas donc à nous solliciter si vous avez des projets ou si vous voulez échanger de manière complémentaire sur le contenu de ce webinaire, et je vous propose de faire place aux questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai une première question qui concerne la durée d'un tel projet. Très délicat. Allez, on va considérer qu'une étude de faisabilité peut se faire entre 3 et 6 mois selon la taille de votre entreprise, selon les données et surtout selon vous, votre capacité à sortir, à identifier, à mettre à disposition les données entrantes. Si vous avez un ERP, un WMS, vous êtes aguerri, vous pouvez sortir les données, aucun souci, on va pouvoir nous les faire travailler. Si vous vous contentez d'un ERP comme on l'a vu il y a 2 semaines et que peut-être vous n'avez pas, on a des fois des unités de gestion, mais on n'a pas forcément les unités de manutention en face. On va avoir un travail complémentaire pour transformer et estimer un nombre de palettes, de capacités, etc. Donc, à un moment donné, ce sera plus délicat. Mais c'est vraiment une grosse partie et cette notion et ce temps consacré à la collecte de données va avoir forcément un impact sur la durée globale du projet. Alors, nous avons une question ici. Alors, merci beaucoup pour la clarté et la richesse de la présentation. Je vous en prie. Concernant le livrable de l'étude de faisabilité, une analyse fonctionnelle des besoins est-elle inclue permettant de bâtir le référentiel d'exigence WCS et WMS? Alors oui, c'est-à-dire qu'on va, on va avoir forcément cette analyse fonctionnelle. Alors WMS, l'outil de gestion d'entrepôt. WCS, c'est l'outil qui lui va piloter des systèmes donc, de manutention donc, automatique ou de stockage donc, système automatisé. Et les deux vont devoir communiquer ensemble, puisque donc, notre système WMS devra donner des consignes de WCS qui va déclencher les opérations. Oui, on aura forcément cette analyse fonctionnelle, puisque soit vous avez un outil existant et on va aller identifier des briques complémentaires ou des évolutions de paramétrage ou des besoins de fonctionnalités nouvelles. Soit vous n'avez pas d'outil, on va aller vous préconiser donc excusez-moi, soit vous n'avez pas d'outils, on va vous préconiser donc des investissements sur des WMS avec effectivement les quelques besoins fonctionnels dont vous aurez besoin. On n'ira peut-être pas jusqu'à l'élaboration d'un cahier des charges, puisqu'après, la phase suivante, c'est évidemment, quelles que soient les solutions, c'est d'aller élaborer les cahiers des charges, gérer donc, des appels d'offres par rapport à la sélection de fournisseurs et autres. Par contre, le besoin fonctionnel, oui, on va vous les préconiser dans l'étude de faisabilité, forcément, puisque ça fera partie des besoins des entrants.
Alors ensuite, j'ai une deuxième question. Est-ce que vous prenez en compte les aspects sismiques et comment cela se passe? Alors, aspect sismique, on va plutôt être en collaboration derrière et en relation avec des architectes et des gens qui sont spécialisés. Nous, on n'est pas spécialisé dans le bâtiment, évidemment. Par contre, dans le gros projet dont je parlais tout à l'heure, il y a les spécialistes logistiques que nous sommes qui vont intervenir à vos côtés. On a mené des projets, on mène des projets en collaboration avec des spécialistes par rapport aux critères donc, des conseillers sécurité par rapport aux contraintes pour les dangereux. On a dans des groupes projets des assureurs, on peut avoir dans des groupes projets effectivement les architectes qui eux vont prendre en compte les contraintes et vont amener leurs contraintes et leurs besoins qui vont être pour nous des points entrants par rapport à la solution qu'on va préconiser et on va en tenir compte. Alors, je ne connais pas exactement l'impact nous, des problèmes sismiques, mais est-ce que c'est sur des répartitions par rapport à des mètres carrés de surface, par rapport à des épaisseurs de murs, par rapport à des contraintes de hauteur, par rapport à des contraintes voilà, de stockage ou autre. En tout cas, oui, on va, s'il y a un besoin local, on va intégrer, donc on va vous demander d'intégrer donc vos architectes dans les bons projets et on va tenir compte forcément de leurs préconisations, de leurs exigences pour mettre en place une solution qui tiendra compte de ces contraintes. Une troisième question, avez-vous besoin des données internes de l'entrepôt, exemple mouvement de stockage de masse vers des zones de préparation pour l'étude de faisabilité ou seuls les flux in-out? C'est une très bonne question. Plus on a de données, et mieux on se porte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se contente des flux d'entrée et des flux sortis, on va pas, on va avoir une étude qui va être incomplète et forcément on aura besoin des données donc, de flux internes par rapport peut-être à un moment donné à un calibrage d'entrepôt, par rapport à un flux avec un deuxième entrepôt qui va permettre de passer un pic de consommation ou un pic de stockage pour prendre en compte un arrêt de maintenance de la production par exemple, ou pour prendre en compte l'anticipation d'un pic, d'un besoin, d'un pic de consommation. Donc oui, idéalement, on a besoin de ces notions de flux internes qui sont très intéressantes. Maintenant, si on n'est pas capable, puisque tous les systèmes d'information ne gèrent pas ou n'assurent pas la traçabilité de ces flux internes, si on ne les a pas, nous, on va être obligé, on va aller les estimer. Et donc, on va mettre une simulation en place qui va nous permettre de prendre en compte ces flux internes. Mais les flux internes sont évidemment à prendre en compte dans une étude, puisqu'ils sont, c'est un passage obligé, on ne se contente pas de mettre des produits, de réceptionner des produits sur un quai et de les ressortir tel quel, forcément il y a des flux internes. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Je vais juste valider. Peut-être certains d'entre vous sont en train d'en écrire, donc je vous propose d'attendre encore quelques instants. J'en profite pour vous remercier encore une fois pour vos participations à ce cycle de webinaire. Vous êtes nombreux à les suivre et c'est pour ça qu'on rajoute quelques dates. N'hésitez pas à aller télécharger les supports de présentation, à aller revisualiser les replays et à nous contacter également pour répondre à certaines questions ou si vous avez des projets et des enjeux. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Personne n'est en train d'écrire. Voilà, écoutez, je pense qu'on est arrivé donc au bout de l'exercice. Merci encore pour votre attention, votre participation à ce webinaire. Rendez-vous dans 2 semaines donc, sur la sélection donc, des prestataires transport ou logistique et rendez-vous avant d'ici là par mail ou par téléphone si vous avez des questions.
À très bientôt. Merci beaucoup. Portez-vous bien.